Elle dormait dans un sous-sol pendant que sa tante vivait dans le luxe. Mais un secret caché depuis des années allait bientôt renverser leur vie à jamais. Si vous êtes là à lire cette histoire, c'est que vous aussi vous croyez que la vie peut tout reprendre, mais qu'elle peut aussi tout redonner. Abonnez-vous à cette chaîne, aimez cette vidéo, et dites-nous dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous nous lisez ce soir. Votre présence compte plus que vous ne le pensez. Elle avait 8 ans la nuit où sa vie a basculé. 8 ans, un manteau rouge trop grand pour elle, et 2 parents qui riaient encore dans la voiture quelques secondes avant l'impact. La route était verglacée. Les phares d'un camion avaient surgi de nulle part. Et puis plus rien. Le silence. Les sirènes. Et cette femme en blanc qui s'était agenouillée devant elle dans le couloir de l'hôpital pour lui dire, avec des yeux qui ne savaient pas mentir, « Tes parents sont partis, ma petite. » Partis. Comme si on pouvait partir comme ça. Comme si la vie s'en allait en voyage et oubliait de revenir. C'est sa tante Caroline qui était venue la chercher 3 jours plus tard. Grande, les cheveux tirés en arrière, un parfum sucré qui contrastait avec la dureté de son regard. Elle avait serré Maya contre elle devant les assistantes sociales, avait souri pour les caméras du dossier, avait dit les mots qu'il fallait dire. Elle sera comme ma propre fille. Je vous le promets. Les assistantes sociales avaient hoché la tête. Le dossier avait été fermé. Et la promesse, elle, avait été enterrée avant même d'avoir eu le temps d'exister. Les premières semaines, Maya avait cru. Elle était une enfant, après tout. Les enfants croient encore. Elle avait cru que le chagrin de Caroline était réel, que les sourires forcés de ses cousins Lucas et Émilie allaient finir par devenir vrais, que cette grande maison dans le quartier résidentiel allait devenir son foyer. Elle avait posé son petit sac dans la chambre qu'on lui avait montrée, une chambre avec une fenêtre et un lit à baldaquin rose, et elle s'était dit que peut-être, tout n'était pas perdu. Mais les semaines avaient passé. Et la chambre rose avait disparu. Émilie en a besoin, avait dit Caroline un matin, avec ce ton qui n'admettait aucune discussion. Tu dormiras en bas. En bas. Le sous-sol. Une pièce sans fenêtre, avec un matelas posé à même le sol et une ampoule nue qui clignait parfois la nuit comme si elle aussi avait du mal à rester en vie. Maya avait 7 ans de plus que Lucas et 5 de plus qu'Émilie. Elle aurait dû être l'aînée, celle qu'on protège un peu plus parce qu'elle a déjà trop perdu. Au lieu de ça, elle était devenue la première levée le matin et la dernière couchée le soir. Elle préparait les petits déjeuners pendant que Caroline lisait ses messages sur son téléphone. Elle faisait les lits, nettoyait les salles de bain, sortait les poubelles, repassait les chemises de l'oncle Paul quand il était encore là, avant qu'il parte lui aussi, incapable de supporter la femme qu'il avait épousée. À l'école, Maya portait les vêtements de l'année passée et mangeait seule à la cafétéria. Elle n'invitait jamais personne chez elle. Elle n'avait rien à leur montrer. Et elle n'avait surtout pas envie qu'on voie. Les années avaient défilé comme des pages qu'on tourne trop vite. 15 ans. 16. 17. Maya avait appris à disparaître dans les pièces, à marcher sans bruit, à répondre oui, tante Caroline, même quand tout en elle voulait crier. Elle avait appris que le silence était sa seule armure et que l'invisibilité était sa seule survie. À 20 ans, elle avait voulu partir. Elle avait économisé pendant des mois, des pièces volées ici et là, pas vraiment volées puisque c'était elle qui faisait tout le travail, et elle avait rempli un petit sac. Mais Caroline l'avait trouvé. Elle n'avait rien dit. Elle avait juste regardé Maya avec ce sourire froid qui voulait tout dire, et elle avait vidé le sac sur le plancher de la cuisine. Où tu irais, Maya? Tu n'as personne. Tu n'as rien. Sans moi, tu dormirais dans la rue. Maya avait ramassé ses affaires une par une. Elle n'avait pas pleuré. Elle avait appris à ne plus pleurer devant Caroline. Les larmes, elle les gardait pour le sous-sol, la nuit, quand personne ne pouvait les voir. Le dîner de famille avait lieu chaque premier dimanche du mois. C'était une tradition que Caroline tenait comme une vitrine. Les oncles, les tantes, les cousins éloignés s'installaient autour de la grande table en bois que Maya avait polie la veille pendant 2 heures. Elle servait les plats qu'elle avait cuisinés depuis le matin. Elle remplissait les verres. Elle débarrassait. Et elle mangeait, elle, debout dans la cuisine, les restes de ce que les autres n'avaient pas voulu. Ce dimanche-là, l'oncle Bernard avait demandé, en regardant Maya apporter le gigot. « Elle fait quoi maintenant, la petite ? Elle travaille. » Caroline avait ri. Ce rire qu'elle avait, haut et clair, qui sonnait faux à qui savait l'écouter. « Travailler ? Elle vit ici, Bernard. Je l'héberge. Je la nourris. Sans moi, franchement. » Elle avait levé les mains au ciel comme si le reste allait de soi. Tout le monde avait souri.
Quelqu'un avait fait une blague. Et Maya, debout à l'entrée de la cuisine avec son torchon entre les mains, avait senti quelque chose se fissurer en elle. Pas de la colère. Pas encore. Plutôt une fatigue si profonde qu'elle ressemblait à de la résignation. Elle avait 23 ans. Et elle avait l'impression d'avoir déjà vécu plusieurs vies, toutes grises, toutes silencieuses. C'est un mardi ordinaire que tout avait commencé à changer. Un de ces jours sans couleur, avec un ciel bas et une lumière qui ne décidait pas si elle voulait rester ou partir. Caroline lui avait demandé de nettoyer le grenier avant l'arrivée du printemps. De fond en comble, Maya. Je veux pouvoir mettre des cartons là-haut pour le déménagement de Lucas. Lucas partait étudier à l'université. Dans la chambre rose. Avec de l'argent de poche et un ordinateur neuf et toutes les chances du monde posées dans ses mains comme des cadeaux évidents. Maya était montée au grenier avec ses gants, ses sacs poubelles et cette résignation tranquille qui était devenue sa façon d'exister. Le grenier sentait la poussière et l'ancien, ce mélange particulier des choses oubliées depuis trop longtemps. Des cartons empilés, des meubles recouverts de draps, des jouets d'une enfance qui n'était pas la sienne. Elle avait commencé méthodiquement, carton par carton, étiquetant ce qui pouvait partir et ce qui devait rester. Et puis, derrière une vieille armoire qu'elle avait dû pousser avec toutes ses forces, elle avait vu quelque chose qu'elle n'attendait pas. Une boîte métallique. Rectangulaire. Rouillée sur les bords mais intacte. Et sur le couvercle, gravée à la main avec une régularité qui trahissait quelqu'un d'appliqué, un prénom. Le prénom de sa mère. Maya avait reculé d'un pas. Son cœur s'était mis à battre d'une façon qu'elle ne reconnaissait pas. Quelque chose entre la peur et l'espoir, deux émotions qu'elle avait appris à ne plus laisser entrer ensemble parce que leur combinaison était trop dangereuse. Elle avait regardé autour d'elle. Le grenier était silencieux. En bas, elle entendait vaguement la télévision de Caroline. Elle avait pris la boîte entre ses deux mains. Elle était plus lourde qu'elle n'y paraissait. Elle l'avait portée jusqu'à la fenêtre du grenier, la seule qui laissait entrer un peu de lumière naturelle, et elle avait soufflé sur le couvercle. Un nuage de poussière s'était envolé. Le fermoir était rouillé mais pas verrouillé. Il avait cédé après quelques secondes d'insistance, avec un petit clic qui avait résonné dans le silence comme quelque chose d'important. À l'intérieur, soigneusement rangées, il y avait des photographies. Des dizaines. Maya en avait pris une, les doigts tremblants, et elle avait reconnu immédiatement le visage de sa mère, jeune, plus jeune qu'elle ne l'avait jamais connue, en robe d'été dans un jardin ensoleillé. À côté d'elle, son père, le sourire large, les yeux plissés contre la lumière. Maya avait porté la photo à son cœur pendant une seconde. Une seule. Puis elle avait continué à fouiller. Des documents. Des papiers officiels dont elle ne comprenait pas encore le sens. Un carnet avec l'écriture serrée et régulière de sa mère. Et tout au fond, glissé sous tout le reste comme si quelqu'un avait voulu la protéger ou la cacher, une enveloppe blanche. Épaisse. Cachetée. Et sur le devant, en lettres bleues tracées avec soin. Pour Maya. À ouvrir le jour de ses 23 ans. Elle avait 23 ans depuis 2 mois. Ses mains s'étaient mises à trembler pour de vrai cette fois-ci. Elle avait regardé l'enveloppe longtemps, trop longtemps peut-être, comme si en la regardant assez fort elle pouvait comprendre ce qu'elle contenait avant même de l'ouvrir. Puis elle avait glissé un doigt sous le rabat. La lettre faisait 3 pages. L'écriture était celle de son père. Elle le reconnaissait à la façon dont il formait ses majuscules, légèrement inclinées vers la droite, comme s'il voulait toujours aller de l'avant. « Ma Maya chérie », commençait la lettre. « Si tu lis ces mots, c'est que nous ne sommes plus là pour te les dire de vive voix. Et je voudrais que tu saches avant toute chose que tu as été la plus grande joie de nos vies. Pas un jour, pas une seule heure, nous n'avons regretté d'être devenus tes parents. Ce que tu dois savoir maintenant, c'est que nous avons préparé ton avenir de notre mieux. Parce que nous savions que la vie est imprévisible et que nous voulions que tu aies ce qu'il te faut quand tu seras grande. Maître Olivier Marchand, du cabinet Marchand et Associés, détient un dossier en ton nom. Ce dossier contient les dispositions que nous avons prises pour toi, des biens immobiliers et des fonds qui te sont destinés à ta majorité ou au plus tard lorsque tu auras 23 ans. Ta tante Caroline a été informée de tout cela. Nous avons choisi de te confier à elle parce qu'elle est ma sœur et que nous pensions pouvoir lui faire confiance. Nous espérons que cette confiance était méritée. Mais si, pour une raison que nous ne pouvons pas imaginer, tu n'as pas encore été contacté par Maître Marchand, alors va le voir. L'adresse du cabinet se trouve dans les documents joints à cette lettre. Il t'attend. Il a attendu. Nous t'aimons, Maya. Pour toujours et au-delà. Ton papa. Ta maman. Maya avait relu la lettre 3 fois.
Puis elle s'était assise sur le plancher poussiéreux du grenier, le dos contre l'armoire, les genoux contre la poitrine, et elle avait pleuré comme elle n'avait pas pleuré depuis des années. Pas de larmes silencieuses cette fois-ci. Des sanglots qui venaient du ventre, qui déchiraient quelque chose de profond, quelque chose qu'elle avait comprimé pendant si longtemps qu'elle avait presque oublié que ça existait. Elle avait pleuré pour ses parents, pour les 8 ans qu'elle avait eus et pour toutes les années qui avaient suivi. Pour la chambre rose et le sous-sol froid. Pour les dimanches à servir les repas qu'elle avait cuisinés et à manger debout dans la cuisine. Pour tous les 100 mois tu ne serais rien qu'elle avait avalé en silence. Et puis, lentement, quelque chose d'autre avait commencé à naître sous les larmes. Quelque chose de chaud et de solide. Quelque chose qui ressemblait, peut-être pour la première fois depuis 15 ans, à de l'espoir. Le lendemain matin, elle s'était levée à 5 heures comme d'habitude. Elle avait préparé le café, disposé les tasses, tranché le pain. Mais cette fois, dans la poche de son tablier, il y avait une adresse écrite sur un bout de papier arraché à une page du carnet de sa mère. Maître Olivier Marchand. Cabinet Marchand et Associés. Elle était partie juste après avoir servi le petit déjeuner, pendant que Caroline était sous la douche et que Lucas dormait encore. Elle avait marché jusqu'à l'arrêt de bus, serrant son manteau contre elle dans le froid du matin, la boîte métallique dans son sac. Le cabinet était dans un immeuble de verre et d'acier du centre-ville. Maya avait hésité devant la porte tournante, regardant son reflet dans le verre. Elle portait ses meilleures chaussures, celles qu'elle gardait pour les occasions, et pourtant elle avait l'impression d'être une imposture, quelqu'un qui n'avait pas sa place dans un endroit pareil. Elle était entrée quand même. La réceptionniste l'avait regardée avec ce sourire professionnel qui ne dit rien. « Vous avez un rendez-vous ? » ?»« Non. Mais je cherche Maître Marchand. Je m'appelle Maya Fontaine. Je crois que mon père était son client. » Il y avait eu un silence. La réceptionniste avait tapé quelque chose sur son clavier. Et puis son visage avait changé, imperceptiblement, mais Maya l'avait vu. « Ne bougez pas, je vous prie. » Maître Marchand était un homme d'une 60aine d'années, cheveux gris, lunettes rondes, une façon de tenir ses mains jointes sur son bureau qui trahissait une émotion contenue. Quand Maya était entrée dans son bureau, il s'était levé immédiatement. Il l'avait regardée longtemps avant de parler. « Maya Fontaine, avait-il dit enfin. Vous avez les yeux de votre mère. » Maya avait senti sa gorge se serrer. L'avocat s'était rassis lentement et avait ouvert un tiroir dont il avait sorti un dossier épais, usé sur les bords à force d'être manipulé. « Je cherche à vous contacter depuis vos 18 ans, avait-il dit. Nous avons envoyé des courriers à votre adresse. C'est-à-dire à l'adresse de votre tutrice légale, Madame Caroline Fontaine. Les courriers sont restés sans réponse. Nous avons tenté des appels téléphoniques. Nous avons même envoyé un huissier à une occasion. Votre tante a prétendu ne pas savoir où vous étiez. » Maya avait posé ses 2 mains à plat sur ses genoux pour les empêcher de trembler. Elle savait où j'étais, avait-elle dit. J'étais chez elle. Un silence lourd avait rempli le bureau. Maître Marchand avait ouvert le dossier et en avait sorti plusieurs feuilles qu'il avait fait glisser vers elle sur le bureau. Maya avait vu des accusés de réception. Des dates. Des signatures. La signature de Caroline, nette, reconnaissable, sur plusieurs documents portant la mention reçue en main propre. Votre tante a signé pour ses courriers, avait dit l'avocat avec une voix parfaitement neutre, la voix de quelqu'un qui a appris à ne pas laisser ses émotions parler à sa place dans des moments comme celui-là. Elle en a accusé réception à 5 reprises entre vos 18 et vos 22 ans. Maya avait regardé les signatures. Elle les avait regardées longtemps. Et dans sa tête, une image était revenue. Caroline, ce fameux soir où Maya avait voulu partir, vidant le sac, souriant de ce sourire froid. Tu n'as personne. Tu n'as rien. Elle avait su. Elle avait su depuis le début. Qu'est-ce que mes parents m'ont laissé ? Avait demandé Maya. Maître Marchand avait pris une longue inspiration. Votre père était dans l'immobilier, Maya. Il avait commencé modestement, mais il avait le sens des affaires et il travaillait avec une rigueur que peu de ses concurrents avaient. Au moment de son décès, il possédait 4 immeubles de rapport dans la ville et 2 propriétés résidentielles dans une autre grande ville à l'ouest. Ces biens ont continué à générer des revenus pendant 15 ans. Avec la plus-value immobilière et les loyers accumulés sur un compte fiduciaire, la valeur totale de votre héritage dépasse aujourd'hui les 4 millions de dollars. Le silence qui avait suivi ces mots avait une texture particulière. Celui d'un monde qui bascule. 4 millions de dollars. Maya n'avait rien dit pendant ce qui avait semblé une très longue minute.
Elle avait regardé le dossier sur le bureau. Les chiffres sur les pages. Le nom de son père en haut des documents, ce nom qu'elle portait aussi et qu'elle avait presque appris à ne plus entendre. « Qu'est-ce que je dois faire ?» avait-elle finalement demandé, d'une voix très calme qui l'avait elle-même surprise. « Rien de compliqué » avait répondu l'avocat. « Signez quelques documents. Vous identifiez formellement. Tout est en ordre depuis longtemps. Nous attendions juste que vous vous présentiez. » Ils avaient travaillé pendant 2 heures. Maya avait signé, lu, posé des questions. Maître Marchand avait répondu à chacune avec une patience et une douceur qui lui avaient fait penser, fugacement, à ce que ça pouvait ressembler d'avoir quelqu'un dans sa vie qui prenait vraiment soin de vous. En sortant du cabinet, dans la lumière blanche du matin, Maya s'était arrêtée sur le trottoir. La ville continuait autour d'elle, indifférente, pressée, ordinaire. Des gens passaient avec leur café, leur téléphone, leur vie. Et elle venait d'apprendre qu'elle était millionnaire. Elle n'avait pas crié. Elle n'avait pas pleuré non plus. Elle avait juste levé les yeux vers le ciel un moment, comme si elle cherchait quelqu'un là-haut à qui dire merci ou à qui poser des questions. Puis elle était rentrée. Caroline était dans le salon quand Maya avait poussé la porte. Elle regardait une émission de décoration avec ce demi-sourire distrait qu'elle avait quand elle était satisfaite d'elle-même. Elle n'avait pas levé les yeux immédiatement. « Tu étais où ? Le déjeuner n'est pas prêt. » Maya s'était arrêtée au milieu du salon. Elle avait posé son sac. Et elle avait regardé sa tante avec un regard nouveau, un regard qui ne cherchait plus à se faire petit, qui ne demandait plus pardon d'exister. « J'étais chez Maître Marchand » avait-elle dit. Caroline s'était figée. Une fraction de seconde. Imperceptible pour quelqu'un qui ne la connaissait pas. Mais Maya la connaissait depuis 15 ans. « Connais pas » avait dit Caroline en reportant son regard vers la télévision. « Tu as signé ces courriers 5 fois » avait répondu Maya. « Il a les accusés de réception avec ta signature. » Un silence différent s'était installé dans la pièce. Plus lourd. Plus chargé. Caroline avait posé sa télécommande. Elle s'était levée lentement, comme quelqu'un qui prend le temps de choisir son terrain avant de se battre. Elle avait croisé les bras. « Je ne sais pas de quoi tu parles. »« Tu savais pour l'héritage depuis le début » avait dit Maya. Sa voix ne tremblait pas. Elle en était elle-même étonnée. « Tu savais que papa avait tout laissé pour moi. Et tu as tout caché. Pendant 5 ans tu as caché les lettres de l'avocat. Et pendant 15 ans tu m'as gardé ici pour avoir le contrôle. »« Tu es folle » avait dit Caroline. Mais quelque chose dans ses yeux, quelque chose de très petit et très vif, ressemblait à de la peur. « Maître Marchand m'a montré les documents. Il a les preuves. Chaque lettre que tu as reçue. Chaque recommandé que tu as signé. » Le visage de Caroline avait changé. Pas complètement, pas assez pour que quelqu'un d'autre le remarque peut-être, mais Maya voyait les muscles de sa mâchoire se contracter, voyait quelque chose se recalibrer derrière ses yeux. « Tu aurais dilapidé tout ça à 18 ans, avait-elle dit finalement. Et sa voix avait pris ce ton qu'elle avait quand elle essayait de convaincre quelqu'un que c'était pour son bien. « Tu ne savais rien de la vie. Je t'ai protégé. Tu m'as fait dormir dans un sous-sol pendant 15 ans. » Le lendemain matin, Maître Marchand était arrivé avec un assistant et une chemise cartonnée remplie de copies. Il s'était assis dans le salon de Caroline, qui avait mis un tailleur et essayait de sourire comme si c'était une visite ordinaire. Émilie et Lucas étaient descendus, intrigués, et s'étaient installés dans l'embrasure de la porte. L'avocat avait posé les documents sur la table basse. Les signatures de Caroline. Les dates. Les montants. Tout était là, propre, irréfutable, comme une histoire qu'on avait pris soin d'écrire depuis longtemps en sachant qu'un jour il faudrait la lire à voix haute. Caroline avait regardé les papiers sans les toucher. « Ce sont des faux » avait-elle dit. « Ce sont des originaux » avait répondu l'avocat tranquillement. « Nous avons également les relevés bancaires montrant que les fonds étaient gérés par notre cabinet pendant toute cette période. Aucun euro, aucun dollar n'a été détourné. Tout est intact, majoré des intérêts. Mais votre nièce a été privée de son héritage pendant 5 ans en âge légal, ce qui constitue un préjudice documenté. » Émilie avait fait un bruit dans la gorge, quelque chose entre la surprise et l'indignation. Lucas avait bougé, mal à l'aise, les bras croisés maintenant aussi, miroir inconscient de sa mère. Et puis quelque chose d'étrange s'était produit. Lentement, comme une marée qui tourne, Émilie s'était avancée dans le salon. Elle avait regardé les documents. Elle avait regardé sa mère. Et puis elle avait regardé Maya. « C'est vrai ?» avait-elle demandé.
Pas à l'avocat. À sa mère. Caroline n'avait pas répondu. Maman. La voix d'Émilie avait durci. C'est vrai. Le silence de Caroline avait été sa réponse. Ce soir-là, le dîner que Maya avait préparé sans même y réfléchir, par habitude, par réflexe de 15 années, était resté dans la cuisine. Personne ne s'était installé à table. La famille s'était disloquée dans les pièces, chacun avec ses pensées, ses questions, sa part de honte peut-être. Lucas était venu trouver Maya dans le couloir. Il avait les mains dans les poches et il ne la regardait pas tout à fait dans les yeux. « Je savais pas », avait-il dit. Maya l'avait observé un moment. 20 ans, grand, les mêmes pommettes que sa mère mais quelque chose de plus mou dans l'expression, quelque chose qui n'avait pas encore décidé ce qu'il voulait être. « Je sais », avait-elle répondu simplement. « Est-ce que tu vas appeler la police ?» Maya avait réfléchi. Vraiment réfléchi, pas pour les faits, mais parce que c'était une vraie question et qu'elle méritait une vraie réponse. « Je ne sais pas encore », avait-elle dit. Elle était descendue au sous-sol une dernière fois. Elle avait regardé le matelas, l'ampoule nue, le tuyau qui suintait parfois en hiver. Elle avait pris les quelques affaires qui lui appartenaient vraiment, celles qu'elle n'avait jamais laissées traîner, la photo de ses parents dans son cadre ébréché, le carnet de sa mère, la boîte métallique. Le lendemain, elle était partie. Caroline était descendue dans la cuisine au moment où Maya bouclait son sac dans l'entrée. Elle portait sa robe de chambre et n'avait pas encore mis ses lunettes. Elle semblait plus petite ainsi, moins imposante, comme si la façade qu'elle construisait chaque matin nécessitait ses accessoires pour fonctionner. « Tu ne peux pas partir comme ça », avait-elle dit. Maya avait enfilé son manteau. « Tu vas où ?»« Chez moi », avait répondu Maya. Et pour la première fois depuis 15 ans, ce mot avait un sens concret, un sens géographique, une adresse réelle quelque part dans cette ville qui lui appartenait enfin. Elle avait ouvert la porte. Le froid du matin était entré. Un beau froid, propre, qui sentait la neige récente et la liberté. Elle n'avait pas regardé en arrière. Les mois qui avaient suivi avaient eu cette qualité particulière des choses qu'on n'ose pas encore tout à fait croire. Maya avait d'abord habité dans un appartement que Maître Marchand lui avait aidé à trouver, un 2 pièces lumineux avec une vraie fenêtre et un radiateur qui fonctionnait. Elle dormait avec la lumière éteinte et elle s'endormait vite, ce qui ne lui était pas arrivé depuis très longtemps. Elle avait rencontré une thérapeute, une femme de 50 ans avec des yeux attentifs et une façon d'écouter sans jamais se précipiter vers les conclusions. Les premières séances, Maya avait surtout parlé du sous-sol. De l'humiliation du dimanche. Du sac qu'on avait vidé par terre. Petites choses, grandes choses, toutes logées dans le même endroit en elle, cet endroit compact et douloureux qu'elle avait appris à ne plus regarder. Elle avait également rencontré l'équipe de gestion qui s'occupait des biens immobiliers de son père depuis sa mort. Des hommes et des femmes sérieux, compétents, qui lui avaient expliqué ce qu'elle possédait, comment ça fonctionnait, ce qu'elle pouvait en faire. Elle avait appris. Elle avait posé des questions. Elle avait pris des notes dans un carnet neuf, un carnet à elle, pas celui de sa mère, le sien. Et puis, un soir de mars, une idée avait pris forme. Elle avait passé la nuit à écrire. Pas une lettre, pas un discours. Un projet. Des pages et des pages d'un projet qu'elle appelait simplement la Fondation Lumière, une organisation destinée à accompagner les orphelins, les femmes sortant de situations d'abus, les jeunes sans logement stable. Pas juste de l'argent. Du temps, de l'attention, des formations, des appartements de transition, des tuteurs légaux pour les mineurs isolés. Tout ce qu'elle aurait eu besoin qu'on lui donne et que personne ne lui avait donné. Maître Marchand l'avait regardée avec quelque chose qui ressemblait à de la fierté quand elle lui avait présenté le projet. « Votre père aurait été heureux », avait-il dit simplement. La fondation avait été créée 6 mois plus tard. Une équipe. Des locaux dans le quartier et de la ville, un endroit accessible, pas intimidant. Des partenariats avec des associations déjà établies. Et Maya, au centre de tout ça, apprenant son nouveau rôle avec la même application tranquille qu'elle avait mise pendant des années à faire le ménage et la cuisine, mais cette fois pour quelque chose qui lui appartenait, quelque chose qui avait son nom dessus. Un journaliste d'un magazine local était venu faire un portrait. Jeune, curieux, avec un carnet à spirale et l'enthousiasme de ceux qui croient encore que chaque histoire mérite d'être racontée correctement. Il avait posé ses questions pendant 2 heures. À la fin, il en avait une dernière. Après tout ce que vous avez traversé, pourquoi avoir choisi d'aider les autres plutôt que je ne sais pas, de profiter de ce que vous avez maintenant? Maya avait réfléchi à sa réponse. Pas longtemps. Elle la connaissait depuis un moment, cette réponse-là. Parce que je sais ce que ça fait d'être invisible, avait-elle dit.
Et je ne veux pas que d'autres personnes se sentent invisibles si je peux faire quelque chose pour ça. L'article était paru un dimanche matin. C'est Lucas qui avait envoyé un message à Maya ce soir-là. Un message court, maladroit, le genre de message qu'on envoie quand on ne sait pas vraiment quoi dire mais qu'on sait qu'on doit dire quelque chose. J'ai lu l'article. Je suis content pour toi. Vraiment. Maya avait mis quelques heures à répondre. Merci Lucas. Elle ne savait pas encore si un jour il y aurait autre chose que ça entre eux. Une conversation, peut-être. Une compréhension. Pas de l'amour, pas tout de suite, mais quelque chose d'honnête. Elle laissait cette question ouverte. Pour Caroline, c'était différent. Maître Marchand l'avait informé que les preuves documentées pouvaient justifier des poursuites civiles pour préjudice moral et rétention abusive d'informations légales. Caroline avait rencontré son propre avocat. Des négociations avaient eu lieu. Maya n'y avait pas participé directement. Elle avait laissé les professionnels faire leur travail. Ce qu'elle voulait n'était pas de l'argent de Caroline. Ce qu'elle voulait, elle l'avait déjà. Ce qu'elle voulait, c'était pouvoir dormir sans se réveiller avec l'impression d'être encore dans le sous-sol. Ça venait, doucement. Nuit après nuit. C'est un après-midi d'automne, plusieurs mois après la création de la fondation, que Maître Marchand l'avait appelé. Il avait une voix un peu différente ce jour-là. Plus douce. Un peu hésitante. Maya, en faisant un inventaire complet des biens de votre père pour finaliser le transfert définitif, nous avons trouvé quelque chose que nous ne savions pas. Dans un coffre-fort associé à son compte, il y avait une enveloppe. Et dans l'enveloppe, une clé USB. Maya avait fermé les yeux une seconde. Qu'est-ce qu'il y a dessus? Une vidéo. Elle était venue au cabinet le lendemain. Maître Marchand lui avait laissé son bureau, était sorti, avait fermé la porte derrière lui sans rien dire d'autre. Sur l'écran de l'ordinateur, une fenêtre était déjà ouverte. Une icône vidéo. Un nom de fichier. Pour Maya. Elle avait cliqué. L'image était apparue. Un peu floue, un peu sombre, la qualité d'une caméra de l'époque qui faisait ce qu'elle pouvait. Son père était assis à un bureau qu'elle ne reconnaissait pas. Il portait une chemise bleue. Ses cheveux étaient encore noirs. Il regardait droit dans l'objectif avec ce regard qu'elle avait fini par croire ne plus se souvenir et qu'elle reconnaissait pourtant instantanément, viscéralement, comme on reconnaît quelque chose qu'on a porté en soi sans le savoir. Il avait commencé à parler. « Maya, ma grande, si tu regardes cette vidéo, c'est que la vie t'a traversée de façon que je n'aurais pas voulu pour toi. Et je voudrais pouvoir dire que j'aurais tout prévu, tout protégé, tout blindé pour que tu n'aies jamais à souffrir. Mais je ne peux pas. Personne ne peut faire ça pour quelqu'un qu'il aime. Tout ce qu'on peut faire, c'est croire que la personne qu'on élève a en elle de quoi traverser ce que la vie lui envoie. » Il avait marqué une pause. Avait regardé ses mains une seconde. Avait relevé la tête. « Tu as été choisie, Maya. Pas pour souffrir. Pour comprendre. Parce qu'on ne comprend vraiment ce qu'est la lumière qu'après avoir connu le noir. Et toi, tu vas apporter de la lumière autour de toi d'une façon que moi je n'aurais jamais pu imaginer, parce que tu auras su ce que ça coûte de vivre sans elle. » Sa voix avait légèrement changé. Plus basse. Plus directe. « Je t'aime, ma fille. J'aurais voulu être là. J'aurais voulu t'apprendre à faire du vélo encore une fois, et à choisir les melons au marché, et à ne jamais signer un document sans l'avoir lu jusqu'au bout. J'aurais voulu être dans la salle quand tu auras réussi quelque chose de grand. Et peut-être que, d'une certaine façon, j'y serai quand même. » Il avait souri. Ce sourire qu'elle avait oublié et qu'elle retrouvait maintenant intact, juste là, à portée d'écran. N'abandonne jamais. Même quand tout te dit de le faire. Surtout quand tout te dit de le faire. La vidéo s'était arrêtée. Maya avait gardé les yeux sur l'écran noir un long moment. Elle ne pouvait pas parler. Elle ne voulait pas parler. Elle voulait juste rester là encore un peu, dans le silence qui suit quelque chose d'immense, quelque chose qu'on ne pouvait pas se préparer à recevoir mais qu'on est, d'une certaine façon, prêt à recevoir quand ça arrive. Dehors, la ville continuait. Les voitures, les gens, les journées qui avançaient. Et Maya, dans ce bureau emprunté, avec sur l'écran le visage figé de son père dans la dernière image de la vidéo, avait su quelque chose qu'elle n'aurait pas pu formuler avant ce jour-là. Elle n'était pas seule. Elle ne l'avait jamais été vraiment. Elle avait juste mis 15 ans à retrouver les gens qui l'aimaient. Voilà l'histoire de Maya. Et si vous avez lu jusqu'ici, si vous êtes arrivé jusqu'à cette dernière phrase, c'est que quelque chose dans cette histoire a touché quelque chose en vous.
Peut-être la solitude de Maya vous a rappelé une solitude que vous avez connue. Peut-être l'injustice de Caroline vous a mis en colère d'une façon qui dit quelque chose sur votre propre sens de ce qui est juste. Peut-être la lettre vidéo du père vous a rappelé quelqu'un que vous avez perdu ou quelque chose que vous auriez voulu entendre. Ce que Maya nous apprend, c'est que la résilience n'est pas l'absence de douleur. C'est la capacité à continuer à se lever le matin même quand le matin ne promet rien. C'est de faire le café et de sortir les poubelles et de mettre un pied devant l'autre le temps que la lumière revienne. Et la lumière revient toujours, même si elle prend des formes qu'on n'attendait pas, même si elle passe par des greniers poussiéreux et des boîtes métalliques et des avocats aux cheveux gris. Ce que Caroline nous apprend, c'est que la cupidité rétrécit le monde. Elle avait une nièce orpheline entre les mains, quelque chose de précieux et de vulnérable, et elle a choisi de voir une menace à son confort plutôt qu'une responsabilité à honorer. Et à la fin, elle n'a pas seulement perdu l'argent qu'elle espérait contrôler. Elle a perdu la seule chose qu'on ne peut pas racheter une fois qu'on l'a gâchée, la confiance d'une personne qui aurait pu l'aimer. Et Maya, elle, a choisi de ne pas devenir ce qu'on lui avait infligé. C'est peut-être le plus difficile de tout. Parce qu'on peut comprendre quelqu'un qui, après 15 ans de sous-sol et de dimanche debout dans la cuisine, voudrait juste fermer la porte et profiter de ce qu'il a enfin. Maya aurait pu faire ça. Elle a choisi autre chose. Elle a choisi de transformer sa blessure en boussole. Quelle scène vous a le plus touché dans cette histoire? Le grenier et la boîte métallique? La confrontation avec Caroline? La vidéo du père? Écrivez-le dans les commentaires, parce que ces réactions-là, elles disent quelque chose sur vous et sur ce que vous portez, et elles méritent d'être dites. Et si cette histoire vous a donné quelque chose, même une petite chose, abonnez-vous à cette chaîne. Il y a d'autres histoires comme celle-ci qui attendent d'être racontées. Des histoires vraies dans leur âme, même quand les noms sont inventés. Des histoires qui parlent de vous.